que c'est une influence que vous remarquez? Je rappelle que le comité Amtine, en 2017, avait cette phrase qui avait été taguée partout. 2017 n'aura pas lieu. Alors, est-ce qu'ils ont anticipé de 4 ans ou de 3 ans d'échéance? Moi, je pense que de 5 ans, pardon, de plus en plus, parce que je pense de plus en plus que 2022 va être, en l'état actuel des choses, de plus en plus difficile à organiser. Et ça repose la question que vous aviez mise en ouverture, qui me semble très importante. Est-ce que l'on peut croire en une chute du pouvoir, ou en tout cas une décadence telle du pouvoir qu'elle amènerait à un effondrement? Je n'en sais rien. La seule chose que je pense, c'est qu'il faut jouer cette carte. Il faut jouer cette carte de l'usure et de la provocation par rapport au pouvoir existant, de façon à ce qu'il soit mis face à ces contradictions et que l'on n'accepte plus ce chantage émotionnel que l'on met en place à travers les élections ou à travers justement la crainte du Front National ou à travers la répression policière voire militaire, et que l'on se retrouve à nouveau en position d'émancipation, en position d'exigence par rapport à ce pouvoir. Il y a un dernier élément dans cette comédie-là, c'était les appels à la démission de Christophe Castaner. Excusez-moi, moi j'en ai rien à faire de Christophe Castaner. Je ne sais pas si vous accordez une quelconque importance à ce personnage. Je pense qu'on est tous conscients de l'insignifiance de l'individu, du fait qu'il ne pèse évidemment politiquement pour rien, qu'il ne prend pas de décision place Beauvau, qu'il a été placé là par l'Élysée qui lui donne des instructions et des formes d'action, et qu'il est juste l'expression du vide politique d'En Marche, où les personnes sont substituables sans aucune difficulté, et où l'on peut placer quelqu'un qui ne brille ni par son charisme, ni pour son intégrité, ni par une quelconque forme de pensée, à des positions aussi importantes que le ministère de l'Intérieur. Et pourquoi est-ce qu'on est pourquoi est-ce que je refuse de rentrer dans les appels à l'émission de Castaner et compagnie? Parce qu'on sait très bien que ça ne changerait strictement rien. Que la personne qui suivrait Castaner à cette position de pouvoir ne ferait qu'une chose, reproduire exactement les mêmes politiques, parce que ces politiques ont une source structurelle. Ce que l'on décrit, il faut cesser de s'inscrire dans les excitations médiatiques où l'on nous offre des têtes comme au jeu du cirque pour essayer de calmer la plèbe. On passe de Cahuzac à Benalla, maintenant éventuellement à Castaner, et revenir à une pensée plus structurelle et dire qu'est-ce qui fait que de façon chronique et systématique, ces personnes-là reviennent à ces positions de pouvoir et sont en capacité de commettre des excès, de commettre des mensonges en toute impunité. Et à partir du moment où vous commencez à prendre ce pas d'écart par rapport à ce jeu qui recycle nos émotions, qui recycle en fait nos impulsions, eh bien vous retrouverez en position d'exiger politiquement quelque chose de ce pouvoir, de retrouver une forme de souveraineté et de vous montrer indifférent à cette petite comédie que l'on cesse de nous mettre en scène à travers médias interposés, dans lesquels vous avez l'impression d'avoir votre mot à dire, vous avez l'impression que la pression populaire permet d'obtenir quelque chose, alors que structurellement, non seulement les politiques restent les mêmes, mais s'aggravent à votre détriment. Du coup, pour rebondir par rapport à ta réponse, nous, on a constaté qu'en fait, dans les manifestations de Gilets jaunes, on retrouve souvent des drapeaux qui viennent des régions françaises, typiquement l'Occitanie, la Bretagne, ou même la Provence. On voit que, d'une certaine manière, les gens revendiquent leur appartenance à la région. Or, ça, c'est typiquement des valeurs qui sont à l'encontre de ce que nous ont légué nos anciens, les fondateurs de la Première République, c'est-à-dire l'universalisme abstrait et la façon de se constituer en tant que Français par rapport à exclusivement la citoyenneté. Ma question est en deux volets. Est-ce que, dans un premier temps, vous êtes d'accord avec l'idée de redonner plus de place à la région et de rompre avec l'idée de l'universalisme abstrait? Et dans un deuxième temps, est-ce que d'une certaine façon, l'Europe n'est pas un stress supplémentaire vécu par ces personnes-là comme une nouvelle perte de représentativité, une nouvelle perte de pouvoir? Et c'est en ça que justement, vous dites qu'il est très important quand même de rester actif lorsqu'il s'agit des élections municipales, du moins là où on peut avoir une action directe sur le destin. La question européenne est le véritable outil de l'espace politique français, au moins depuis 2005. Encore une fois, vous vous rappelez, on a eu ce référendum qui refusait la Constitution européenne, qui nous a été imposé 2 ans plus tard, par l'entremise de l'un des principaux vecteurs d'Emmanuel Macron, Jean-Pierre Jouyet. Et c'est pas un hasard. Et en fait, moi, j'essaie d'écrire dans le livre comment Jean-Pierre Jouyet est devenu non seulement le pivot de la Macronie, mais de la prise de pouvoir de toute cette technocratie et derrière de l'oligarchie à laquelle s'était asservie, au détriment des forces politiques. La capacité de Jean-Pierre Jouyet de passer du Parti Socialiste au gouvernement de Sarkozy avant de revenir à l'Élysée sous François Hollande pour ensuite propulser Emmanuel Macron qui n'avait jamais été élu, n'avait jamais été confronté au suffrage électoral comme ministre de l'économie et ainsi de suite mobiliser ses réseaux afin de le mettre en scène, c'est évidemment la source du en même temps macronien, pour
français, c'est ça le en même temps macronien, c'est un refus des alternances démocratiques qui jusque-là permettaient plus ou moins de réguler et de limiter les effets d'accaparement que l'élite mettait en place au détriment de l'ensemble de la population, et qui permettait une réunification de ces réseaux qui jusqu'alors étaient opposés. Vous vous souvenez des guerres fratricides entre Pinault et Arnaud, leur soutien différent pour Balladur, Juppé, Chirac et compagnie. Et bien cette réunification-là, qui justement produit la crise démocratique à laquelle on est confronté aujourd'hui, elle est née de ce genre de personnage, et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il faut mettre en rupture cette paralysie et revenir aux sources de cette paralysie, c'est-à-dire la question européenne. Et pourquoi est-ce que je refuse de considérer qu'il y aurait une forme démocratique qui s'exprimerait à travers la sélection européenne? C'est encore une fois pour ça, parce qu'il y a un déni de la capacité des Français à s'exprimer sur ce sujet qui remonte à 2005, qui font qu'aujourd'hui on est dans une parodie de débat sur notre capacité à peser sur ces enjeux-là. Et tant que l'on n'aura pas eu la capacité de réorganiser un débat à l'échelle nationale sur la question de notre appartenance ou non à l'Europe et des conditions de notre appartenance ou non à l'Europe et à l'euro, et dans un débat qui sorte des référendums binaires de la Ve République, où c'est soit oui, soit non, soit on sort, soit on reste, mais qui permettent de co-élaborer justement une pensée sur quel type d'Europe on veut, dans quel type d'Europe on veut s'installer. Tant que l'on n'aura pas ce débat-là, on pourra faire toutes les élections au Parlement européen et compagnie. On voit bien que ça n'aura aucun sens, qu'on sera en fait en train de s'inscrire dans un existant qui reste inamovible, dans un cadre que l'on ne peut pas discuter, et sans réinterrogation de ce cadre, on ne sera en fait en train de débattre de micro-différences qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc reposer la question et redonner aux Français la possibilité de se prononcer à ce sujet et de retrouver une forme de souveraineté, soit en acceptant définitivement cette délégation de souveraineté qui a été construite à travers les institutions européennes, soit en refusant et en revenant à une forme de démocratie directe beaucoup plus importante, c'est une première étape. Et après, la question des régionalismes et des localismes, moi j'ai l'impression qu'à terme, sans réforme institutionnelle majeure, on va aller de toute façon vers une décomposition de la société. Parce que la croyance dans l'État central devient de moins en moins importante. Alors soit les régions, justement, deviennent des vecteurs de croyances secondaires, commence à reprendre de l'espace et commence à compenser la perte de croyance que l'on a sur l'échelle nationale et européenne, ça c'est une première option. Soit on va se retrouver dans une révolution institutionnelle ou non qui va nous permettre de, à mon avis, naturellement, revenir à une double échelle, et ça permet de répondre à la question du comité invisible, une réorganisation politique à l'échelle communale, avec beaucoup plus de pouvoir à l'échelle communale, une perte de strates des intercommunalités, des conseils généraux de compagnie, et à côté un État central que l'on va devoir maintenir, ne serait-ce que pour une raison, le nucléaire. C'est-à-dire qu'on a créé toute une série d'industries lourdes dans ce pays qui font qu'on a encore besoin d'une centralisation de ressources majeures, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour éviter que ces espaces-là nous explosent à la gueule et finissent de contaminer la Terre entière. Donc on va être obligé de reconstruire dans un espace idéal politique à l'avenir, à mon avis, une forme de dualité très forte entre un État central qui continue de redistribuer les ressources et de gérer les ressources essentielles qui permettent à une collectivité de fonctionner. Donc exactement l'inverse de ce qu'est en train de faire Macron, qui est en train de privatiser et de se défaire de tout ce qui est des éléments essentiels et stratégiques qui font une nation. Et de l'autre côté, une montée en puissance très forte de l'organisation communale, voire communarde, à la communauté invisible. Et je pense qu'en fait, dans ce rééquilibrage-là, qui permettra aux personnes d'avoir une ressaisine très forte sur leur destin politique, on va retrouver des équilibres qui ont été perdus depuis 83, et le tournant de la rigueur, et derrière les actes de décentralisation qui ont artificialisé notre rapport politique. Ta réponse, du coup, elle traite uniquement de l'aspect administratif. L'idée était aussi de l'ordre identitaire, c'est-à-dire typiquement quand je parle de c'est-à-dire ce qui avait été interdit à cette époque, en 1789, progressivement l'interdiction des langages régionaux, mais aussi une interdiction de se revendiquer par rapport à sa région, mais on pourrait étendre ça aussi par rapport à toutes les autres identités qui sont venues après-guerre se mêler au tissu social français. Parce que d'une certaine manière, il va falloir faire avec, et finalement, c'est ce que, à un moment donné, tu écris dans ton livre. Est-ce que les programmes ne sont pas faits uniquement pour le petit Paris? La représentation culturelle dans le programme n'est qu'uniquement finalement la pauvreté, et qu'aujourd'hui, si on doit réformer l'école, c'est aussi en prenant en compte le fait que les personnes qui viennent de la région, viennent de la banlieue, viennent d'endroits extérieurs où la culture est différente, et il faudra aussi la réinclure dans les programmes scolaires pour qu'ils se sentent familiers avec ce qu'ils apprennent à l'école. Il y avait un article incroyable dans Le Monde il y a 3 semaines qui a été relayé par Raphaël Baquet et Ariane Chemin, qui sont sorte de
courtisanes de la Ve République complètement dans l'impensé, quoi, et qui sont des grandes journalistes du monde aujourd'hui, et qui étaient heureuses et fascinées par le portrait d'un jeune qui avait intégré Sciences Po à travers des dispositifs CEP, donc qui permettent qui ont créé une passerelle spécifique qui permettent aux personnes qui viennent des zones les plus défavorisées des pays de bassin concours particulier. Alors avec évidemment ce biais qui fait qu'on peut retrouver aujourd'hui avec 30 à 40% de personnes qui viennent de la classe moyenne et supérieure parce que c'est tous les fils de médecins qui sont ceux qui trustent la moitié des places. Donc vous voyez comment même dans le dispositif de discrimination positive, vous ne réglez pas du tout la question. Mais donc on avait quelqu'un qui vient en effet d'un milieu populaire, qui se retrouve à Sciences Po, qui raconte ses difficultés à s'intégrer à Sciences Po, le choc culturel, la capacité à comprendre des références qui étaient celles de la plupart de ses congénères, et qui vous explique comment progressivement il a fini par découvrir l'opéra, par créer une association qui ont aidé ses propres amis à découvrir l'opéra aussi en banlieue, et ainsi de suite. Et évidemment, Raphaël Baquet, Ariane Chemin et compagnie, qui appartiennent à cette France éternelle, étaient fascinés par cette capacité à s'intégrer et à cet effort extraordinaire, à ce fruit magnifique de la méritocratie républicaine. Or, évidemment, vous voyez bien le problème. Le problème, il est immense. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a demandé à cette personne-là pour devenir un exemple qui permette d'être mis en avant par le monde? C'est de renoncer à tout ce qui faisait sa culture et sa valeur et sa spécificité. Si ces dispositifs d'intégration parallèle ne servent qu'à une chose, c'est-à-dire à écraser des personnalités, des personnes différentes que l'on essaie de faire entrer, sans essayer d'en tirer une valeur, une richesse, et justement de voir ce qu'ils peuvent apporter comme expérience de vie différente, s'il ne s'agit que de reproduire une machine à fabriquer du même qui va faire que nos élites vont finir par se ressembler, y compris si vous avez une couleur de peau et une origine différente, évidemment, vous ne faites que rajouter de la violence sociale à la violence sociale, et vous ne faites surtout que finir d'étouffer le système dans lequel vous insérez. Et il racontait au début la violence extraordinaire qu'il avait ressentie, et il raconte comment les personnes, comme il avait vu beaucoup de personnes autour de lui qui avaient intégré Sciences Po par cette même voie, qui avaient fini par décrocher, s'effondrer, et à quel point il était fier, lui, d'avoir... Mais vous voyez bien, enfin, c'est des violences qui sont complètement insensées et surtout injustifiées, et qui sont au contraire contre-productives. Et personne, ni dans l'article, ni lui, qui évidemment a été écrasé par le dispositif, ni les journalistes qui ont relayé cet article en masse, n'interrogeaient cette violence-là. Et au contraire, il trouvait ça fascinant qu'il y en ait un parmi les 100 qui a réussi à s'en tirer, et il disait, ben voilà, c'est la marche à suivre. Et il y a un moment, s'est interrogé sur ce qui a fait que l'on a, au nom d'une centralisation du pouvoir qui pouvait s'expliquer dans une période post-révolutionnaire, on a quand même commis un quasi-génocide en Vendée pour réussir à unifier le territoire et créer une culture nationale, au nom après d'une politique coloniale qui a en fait reproduit exactement les mêmes violences révolutionnaires dans notre espace, qu'après, après avoir en gros pacifié entre guillemets le territoire français, on a décidé de pacifier le reste du monde. Alors évidemment, à un moment on n'a plus réussi, donc on a fini par se rétracter. Mais cette violence républicaine, il faut l'interroger, et il faut l'interroger sans jugement, c'est-à-dire en interrogeant sur quel est le fondement politique de cette violence-là et quel est le système politique le plus approprié pour faire de la France un pays qui rayonne et qui permette à chacun justement de s'émanciper, de construire sa voie. Est-ce que ça passe par une intégration qui reste très radicale, avec évidemment des ajustements ou est-ce qu'au contraire il faut à nouveau relâcher la pression et permettre l'expression de la diversité et la reconnaître? Moi, j'ai pas, en fait, c'est là aussi que moi, j'ai pas vocation à devenir président de la République, vous l'aurez peut-être compris. Donc, j'ai pas vocation à vous présenter un programme. Moi, j'ai vocation à vous donner des éléments d'analyse qui vous permettront à vous, après, à travers les informations que j'ai réussi à récolter pendant 6-10 ans au sein de l'élite, de nourrir votre réflexion politique. Mais par exemple, là-dessus, vous avez probablement une capacité à penser bien plus élaborée que la mienne. Comme nous savons, vous êtes proche de Maxime Nicole, et puis j'imagine que voilà, il aussi peut revendiquer cette volonté de reprendre le pouvoir par rapport à Petit Paris, et qui arrive aussi avec ses réflexes et son savoir-faire régional. Je me suis demandé si finalement, à son contact, vous aviez compris sensiblement ces demandes-là, et si d'une certaine manière vous les aviez compris avant, ou si vous voyez. Maxime Nicole, c'est quelqu'un, c'est un pur français républicain entre guillemets, c'est quelqu'un qui vient de Limoges, qui s'est installé à Dinan après avoir été employé à l'île de la Réunion. Enfin, vous savez, c'est justement le produit de l'universalisme français dans toute sa splendeur. C'est quelqu'un qui est capable d'aller dans toute la France et de s'y adapter sans grande difficulté du fait justement de cette identité commune, après avoir été dans l'armée et ainsi de suite. Donc je ne suis pas du tout sûr qu'il fasse partie de ce versant des Gilets jaunes qui réclame justement un renforcement des identités régionales et des pouvoirs régionaux, et ainsi de suite. Donc là-dessus, encore une fois, moi j'ai pas de présupposés sur ce sujet et
J'en ai parlé en fait dans un vide, peut-être si ça vous intéresse à voir. J'ai fait une vidéo quand j'étais en Corse, parce que évidemment c'est relié aussi à la violence qu'on subit, la répression qui a été infligée aux nationalistes corses qui à un moment sont devenus indépendantistes et qui ont dû rentrer dans un rapport de violence, y compris terroriste, pour essayer de faire entendre leur voix. À raison ou à tort, c'est pas à moi d'en juger, mais ils sont rentrés dans un rapport de confrontation tel qu'ils voient relativement amusés des Gilets jaunes d'aujourd'hui se plaindre de la répression d'État et dire bah, écoutez les cocos, vous auriez eu plus intérêt à vous intéresser à ce qui s'était passé justement les 40 dernières années sur notre territoire. Et bien justement là-dessus, sur la connexion entre ça, la violence coloniale, la violence originelle du projet républicain et la question évidemment de la violence dans les quartiers populaires, et cette sorte qui est une continuité en fait, et comment en fait il y a un étagement successif de ces rapports d'imposition d'une idéologie abstraite sur des éléments identitaires qui justement permettent, non pas à travers l'universalisation, mais au contraire par un réflexe d'identification qui a plus à voir avec une forme d'émotion que d'abstraction, c'est des tensions en fait qu'encore une fois, j'ai pas envie de résoudre ici. Vous donnez des bases de réflexion, oui, mais derrière vous donnez une réponse, ce serait me retrouver en campagne, vraiment. Et je dis très sincèrement, ce serait vraiment une position à laquelle j'ai pas du tout envie de me retrouver parce que j'ai pas fait tout ça pour vous expliquer, pour me retrouver en position de vous expliquer à nouveau le monde et de dire ce qu'il faut faire. Merci. Je vais poser une dernière question avant qu'on ouvre justement les questions au public. Et ça va être une question qui va être ouverte d'une part pour vous et d'une part au public, s'il y en a qui sont intéressés à répondre. Donc on va rebondir d'une part sur le fait que vous ne prenez pas la posture d'un président en campagne avec un programme, et aussi sur le constat que vous faites à travers le bouquin et qu'on a fait ensemble ce soir, qui est celui que le jeu méritocratique finalement est faussé par différents facteurs, et qu'on se retrouve avec un constat qui est que l'accès aux grandes écoles, Polytechnique, l'ENA, l'ENS, etc., on a entre 1 et 5% finalement de fils ou filles d'ouvriers qui accèdent. Et donc, la question que je pose, à vous, mais aussi à tout le monde, c'est quels moyens on peut mettre en place afin de changer ces pourcentages, afin de faire en sorte que les fils d'ouvriers, d'employés et de cadres supérieurs, forcément, se retrouvent en meilleure position d'accès à ces écoles-là, et donc que naturellement on arrive à lisser finalement cette oligarchie qui est en place. Parce qu'on le sait, ce qui définit la position sociale future, c'est finalement la réussite, comme je l'avais dit, au concours, et donc la réussite dans les études. Cette réussite, elle est basée sur les notes, et ces notes, souvent, elles sont le résultat d'un environnement sociologique. Si on grandit dans un foyer, dans une banlieue plutôt aisée, avec des parents cadres supérieurs, avec un foyer stable, une bonne transmission, un capital culturel, un capital économique, on a plus de chances de réussir ces concours. Et donc, de fait, même sans qu'il y ait en place finalement cette oligarchie, tous ces mécanismes que vous décrivez dans le bouquin et dont on a parlé ce soir, il y aurait quand même une espèce de sélection de fils et de filles de la bourgeoisie à travers le système. Et donc, je pose la question à vous, mais je la pose aussi à tout le monde, puisqu'après ça, on ouvre les questions publiques. Quels seraient les moyens qu'on pourrait mettre en place pour résorber, ou en tout cas lisser ce problème? Encore une fois, moi je pense que le comment doit faire l'objet d'une délibération collective. S'il arrive en vous donnant toutes les solutions, je me retrouve en position de politicard qui vous explique le monde, et ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire perd complètement de sa valeur, parce que j'essaie justement qu'on essaie de réfléchir à une façon de redistribuer la parole du pouvoir. Alors, je comprends bien qu'il faut bien que j'en passe par une démonstration un peu asymétrique, mais très rapidement, mon idée c'est vraiment qu'on profite de ces espaces-là comme pour s'émanciper. Moi j'ai mon expérience, il se trouve que j'ai complété mon expérience au sein de ces espaces très hauts, justement d'une tentative d'inversion et de chute en devenant prof dans le secondaire, dans des lycées difficiles en banlieue comme prof remplaçant, donc en étant tout en bas de la hiérarchie de l'éducation nationale, et au sein, évidemment, tout en bas de l'échelle sociale aussi, en faveur des publics qui étaient le plus en difficulté, même si dès le moment où vous êtes en lycée, vous avez déjà fait un écrémage sidérant par rapport à la masse de personnes qui sont dans l'espace au sein du collège, et qui sont dans l'espace de scolarité obligatoire. Donc là-dessus, j'ai tiré des expériences incroyables, notamment le fait que la croyance est d'autant plus forte dans les publics les plus marginalisés, dans la méritocratie et l'égalité, donc l'intégration du stigmate et la conviction que s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils sont nuls, et non pas parce qu'il y a un système qui fait qu'ils ne sont plus en position d'y arriver, parce que ce système ne les aide pas à le faire. Ça, c'était sidérant à voir. J'avais beaucoup plus de mal à leur arracher l'admission du fait qu'ils étaient complètement aberrants, qu'ils aient 43 fois moins de chances de réussir un des écoles un des concours des grandes écoles que leurs congénères du même âge qui étaient nés littéralement à 6 km de là.
Et je leur disais, est-ce que vous pensez que le fait d'être né à 6 km l'un de l'autre fait que vous soyez 43 fois moins intelligent que... Est-ce que vous pensez que c'est ça vraiment le problème? Et ils n'y croyaient pas. Et même avec des statistiques devant, ils disaient non, non, mais c'est pas possible, etc. Donc rien que cet effort de conscientisation, il se trouve que j'étais prof en philo en SES, enfin, ça rentrait dans le cadre de l'enseignement, était difficile. Et derrière, évidemment, un système qui a fait que par la paupérisation des classes intellectuelles et moyennes, faisait que on se rendait compte, d'une part, que les professeurs étaient en train de se sacrifier, de sacrifier leur vie pour compenser les défaillances du système. C'est-à-dire qu'on voyait des personnes épuisées à tous les niveaux parce qu'ils croyaient dans ce qu'ils faisaient, ils étaient prêts à s'arracher la vie pour réussir à sauver un ou deux. Mais du coup, évidemment, qu'est-ce que vous faites aussi en faisant ça à un moment? Vous aidez le système à se perpétuer, malgré vous. C'est-à-dire vous venez en fait une pièce dans la... Et là, il y a quelque chose de très pervers en fait, dans l'existant qui fait qu'il y a une reproduction et une non-rupture qui intervient du fait de la bonne volonté de ceux qui, pourtant, seraient les premiers à essayer d'améliorer cela. En plus, des personnes qui sont tenues dans leur espace-là, pourquoi? Parce qu'ils gagnent très peu d'argent quand ils sont jeunes, mais en fait, il y a une progression de carrière qui fait que vous avez la promesse de devenir un bourgeois quand vous approcherez de la retraite. Donc, en gros, tout est fait pour vous inciter à tenir et à rester et à ne pas être dans une stratégie de rupture. Et enfin, le dernier point, et évidemment, et ça c'était peut-être ce qui m'a le plus frappé, le fait que la seule chose qui faisait encore tenir le système éducatif, c'était la croyance des familles dans le système éducatif. Et c'était en fait, et que si les gamins étaient encore à faire l'effort, notamment de rester en première, en terminale, en général, alors que factuellement, cet effort-là était quasiment destructeur pour eux, parce que c'était un vecteur d'humiliation très forte, et avec une capacité derrière à s'en tirer quasi nulle, c'était évidemment parce que les familles croyaient encore dans cette fable méritocratique. C'est très dur, hein, c'est des propos très durs ce que je suis en train de tenir, parce que c'est vraiment des propos qui font violence, d'abord à ceux qui sont le plus écrasés par le système. Il faut vraiment avoir conscience, et moi je suis le premier à avoir conscience de la violence que cette parole émet, mais en même temps qu'à un moment doit être dite, parce que sinon on va perpétuer jusqu'à dégrader complètement la société et accompagner l'effondrement de l'ensemble de ces bases. Eh bien, ça tenait du fait de cette croyance, voire cette illusion, alors même que les professeurs avaient de plus en plus de mal à y croire, pour une simple raison. Quand vous êtes prof dans le secondaire, dans un lycée en difficulté, que vous avez soit le capacité, enfin moi en tant que remplaçant, je gagnais 1 400 € par mois. C'est-à-dire que à un moment, j'avais envie de leur dire, mais j'avais pas envie de leur dire surtout, mais j'avais conscience du fait que moi, avec mes 5 ans d'études, enfin si j'avais fait ça toute ma vie, je gagnais autant qu'un caissier à Franprix. Et je faisais 3 ou 4 ou 5 fois plus d'efforts qu'eux. Et alors ma capacité du coup à leur faire croire que ça avait un sens de croire dans une institution dans laquelle en fait des personnes qui étaient en face d'eux, théoriquement en position d'autorité, étaient déjà complètement écrasées. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui devient de plus en plus difficile à tenir, en fait, et qui fait que vous êtes dans une forme d'épuisement, où vous êtes obligé soit de vous raconter une histoire, soit de leur raconter une histoire, qui fait que du coup, en fait, la confiance est plus difficile à établir, et de l'autre côté, évidemment, vous ne pouvez pas leur dire, écoutez, laissez tomber, allez devenir caissier à Franprix. Du coup, quelle est la résultante de cette aporie? Et c'est la même aporie à laquelle je suis arrivé en écrivant Crépuscule. C'est la seule chose que je pouvais leur dire, c'était vous êtes au lycée Blanqui, donc je ne sais pas ce qu'a pris la République de nommer un lycée d'un anarchiste qu'elle a mis en prison à plusieurs reprises. Vous faites la révolution, quoi. Enfin, préparez-vous justement à rompre de façon à remettre en question mais préparez-vous, évidemment. Ça me permet de répondre à la question grand soir ou grand matin. C'est pas ça. Évidemment, des événements comme les 1er mai sont des catalyseurs très importants. Là, en l'occurrence, les syndicats ont négocié un parcours avec la préfecture qui faisait que même s'il y avait non seulement le nombre et l'énergie suffisante pour en effet faire trembler suffisamment les pouvoirs pour provoquer, si ce n'est une bascule, du moins un rapport de force qui redeviendrait favorable aux forces sociales et aux personnes les plus défavorisées, eh ben, ils ont négocié un parcours extrêmement éloigné de tous les lieux de pouvoir, extrêmement balisé et contrôlé à travers des grandes avenues dans lesquelles il était parfaitement possible de juguler sans aucune difficulté toutes les forces qui pourraient avoir voulu se prêter à une forme insurrectionnelle ou en tout cas de révolte plus importante que les cortèges syndicaux dont on voit aujourd'hui une manque de considération qu'ils ont de la part du pouvoir et donc incapacité à se faire entendre. Et bien dans cette forme de trahison, évidemment, il y a une neutralisation manifeste qui a fait qu'on est tombé. Mais ce qui est important à travers ce que je vous dis, à travers l'incitation à s'inscrire dans une perspective révolutionnaire, c'est d'une part vous pousser à réfléchir à ce que serait l'après, et donc tout simplement déjà là, dégager enfin un débouché politique au sens noble, là où tout ce qui existe aujourd'hui ne vous amène qu'à une forme de résignation et d'effacement, et vous préparer sur le long terme à être un jour acteur de cette révolution.
Et commencez à vous organiser de façon à voir dans quelle mesure vous pouvez, à vos échelles différentes, devenir les piliers de ce mouvement qui, demain, permettra un approfondissement démocratique et permettra de retrouver un droit à la parole, une égalité non seulement fiscale, économique, mais tout simplement sociale et symbolique, qui fera que, justement, on sortira de cet état de toute violence dans laquelle on est inscrit aujourd'hui. Et comme on est dans une perspective où, dans 3 ans, de toute façon, on a une perspective néofasciste qui est en train de s'imposer avec une facilité déconcertante, bah, ce travail d'entraînement, qui passe par des éléments comme le 1er mai, par la participation au samedi, etc., c'est un entraînement, tout simplement une forme de résistance par rapport à un effondrement qui nous pend au nez et qui risque sinon de nous prendre au dépourvu et de nous laisser complètement incapables de nous mobiliser pour essayer de résister et de défendre nos droits. Merci beaucoup. Levez la main si vous avez une question, on va faire passer le micro. Et on va vous filmer, si vous ne voulez pas terminer pendant votre question, dites-le nous. Bonsoir. Moi, je voulais poser une question par rapport justement à cette méritocratie dévoyée, etc. Moi, j'ai fait partie un peu des singes savants. Je suis un singe savant, j'ai un banlieue, ZEP, etc. J'ai réussi à rentrer dans des écoles plus hautes et finalement je suis redescendu faire animateur de centre de loisirs. Enfin, bref. J'ai un peu navigué dans les différents styles et c'est vrai que ça n'a rien à voir en lycée ZEP et en lycée FAZ. Ma question c'est vrai que même si fallait changer le système de méritocratie, moi je trouve que c'est déjà dévoyé de vouloir changer parce que ça nous emmène à vouloir, en gros on va à l'école pour avoir un bon métier. Mais comme disait Coluche, les gens c'est pas un travail qu'ils veulent, c'est de l'argent. Moi j'irais plus loin, c'est pas de l'argent qu'on veut, c'est nourrir nos besoins, manger, boire, dormir, etc. Et donc à partir du moment où on pense l'école, le système éducatif pour avoir un métier, c'est déjà une arnaque. On nous prépare déjà à être des esclaves, à être dépendants d'un métier, que ce soit salarié ou entrepreneur, etc. Donc on nous prépare déjà à être des esclaves au final. On devrait nous apprendre à savoir être autonome alimentairement, autonome énergétiquement, etc. Du coup, est-ce que c'est pas plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait repenser les choses? Moi, je pense que c'est un débat de fond à avoir, et je ne veux pas l'avoir encore une fois dans cette position complètement asymétrique, mais moi j'ai l'impression que l'urgence sociale et psychique que ressentent une partie des Français, et notamment des Gilets jaunes, c'est la peur de ne pas avoir de fonction dans la société, au sens large. Parce que la fonction, c'est ce qui dit, en quelque part, l'utilité, qui crée le rapport à l'autre, qui n'est pas forcément d'utilité marchande, et ce qui vous permet de survivre par le lien, en fait, et qui vous permet non seulement de subvenir à vos besoins matériels, mais aussi plus largement de socialité. Et aujourd'hui, à force de décomposer la société française, à force de décomposer non seulement les services publics, mais tout simplement les unités qui permettaient à l'échelle locale de tout simplement être en rapport avec l'autre, à travers toute cette forme d'isolement extrêmement violent qui s'est mise en place, on s'est retrouvé face à une vraie crise qui va ajouter à la crise économique de 2008 et à la véritable perte non seulement de fonction, là, pour le coup, mais tout simplement de revenus et de capacité à survivre matériellement de toute une partie de la population. Je rappelle que les revenus ont stagné, on est au niveau de 2007 en termes de revenus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait une absence complète. Toute la croissance qui est intervenue depuis 2007 est allée vers le capital, en gros. Et les revenus du travail sont restés constants depuis lors. Et donc en fait, évidemment, ça implique une dégradation factuelle de la situation des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inflation. Donc à partir de là, une perte de capacité à se nourrir, à se loger, etc. Et donc, est-ce que l'école doit aider à l'autonomie, enfin, doit être une école de l'autonomisation et de donner les outils à chaque citoyen de pouvoir justement vivre indépendamment, ou en tout cas de subvenir à ses besoins? Je ne sais pas. Est-ce que ça doit apprendre d'abord à être un citoyen tout court, ensuite à vivre, ce qui veut dire quoi, vivre en société? Parce que théoriquement, dès que vous vivez en société, dans une société qui est non défaillante, vous pourrez subvenir à vos besoins. Parce que la société, de toute façon ou d'une autre, se chargera soit de vous attribuer une fonction, soit de vous assister de façon à ce que vous vous effondriez pas. Et donc, est-ce que c'est pas justement à travers la citoyenneté et du coup la réflexion sur une société qui n'écarte personne, n'industrialise pas tout simplement l'assistance, comme on l'a vu aujourd'hui avec les EHPAD et compagnie,
c'est un débat, quoi. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a différentes opinions politiques, au sens noble du terme, encore une fois, qui peuvent se confronter à ce sujet. Et voilà, et à partir de là, élaborer. Encore une fois, ce qu'on propose avec les Gilets jaunes et ce que propose l'idée de la révolution, ça peut sembler en fait comme des tentatives de ne pas répondre, mais ça n'est vraiment pas pour une simple raison. On essaye vraiment de provoquer une révolution institutionnelle qui fasse que chacun ait à nouveau le droit à la parole et la capacité de peser sur la décision. Donc, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est capter cette parole, préempter cette parole en disant il faut faire ci en politique éducative, en politique sociale, écologique, etc. On est convaincu que si vous surdémocratisez, la première conséquence, par exemple, ça va être que la transition écologique va être mise en place beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que dès le moment que c'est vous, en tant que citoyen, qui êtes en mesure de décider quel type de mesures et éventuellement de sacrifices vous devez faire pour mener une politique écologique, votre consentement à ces mesures-là va être beaucoup plus important. Et donc à un moment, le Monde avait fait un éditorial qui s'appelait faut-il sauver, faut-il renoncer à sacrifier la démocratie pour sauver la planète? Ce qui dit beaucoup de leur inconscient démocrate, comme ils disent. C'est évidemment l'inverse. C'est en renforçant la démocratie, et donc renforçant le consentement des citoyens au système politique existant, qu'on pourra collectivement faire beaucoup plus d'efforts et accepter des sacrifices qui amèneront un changement de société, tout simplement des sacrifices de court terme pour justement avoir des bienfaits de long terme. Plus vous êtes sur un modèle autoritaire, plus la réticence à sacrifier quelque chose qui vous appartienne va être grande, tout simplement parce que plus vous allez sentir qu'on vous impose. Donc en fait, vous voyez comment, sur la question éducative, c'est exactement pareil. Dans un système pseudo-démocratique où en fait la décision est prise sans aucun contrôle citoyen réel, il y a une défiance très forte. Ça s'est vu sur les semaines de 4 jours, enfin tous ces débats hallucinants qui pourrissaient en fait complètement la société, parce que personne ne faisait confiance à personne. Et tout le monde avait l'impression que les uns instrumentalisaient les autres et portaient en fait une vision qui servirait de leurs intérêts. Et quelque part a raison, parce que quand on voit que Vincent Payon, qui était quand même ministre de l'Éducation socialiste, avait mis ses enfants dans la même école que moi, à l'école alsacienne, qui est une école privée, et quand on voit que la femme du président de la République, qui aujourd'hui essaie de se faire un whitewashing en allant enseigner 1 heure par semaine à Clichy-sous-Bois, alors qu'elle a choisi toute sa vie d'enseigner dans le privé, et notamment à Franklin, qui est le lycée des élites, où d'ailleurs elle a enseigné aux enfants d'Arnaud, ce qui a permis de présenter Bernard Arnault à Emmanuel Macron et de propulser. Et donc elle a toujours participé à l'élaboration d'une violence sociale et à l'accroissement d'une violence sociale en perpétuant ces désajustements. Et c'est pour ça que c'est si important ce que j'ai écrit dans Crépuscule sur l'école alsacienne. C'est de voir comment en fait, à travers cette distinction et cette capacité pour les élites de sortir leurs élèves, leurs héritiers du système public, elles créent en fait des inégalités qui vont assurer la reproduction de leur domination au détriment de l'ensemble de la collectivité. Et en fait, c'est là que ça naît. C'est pour ça que je m'attarde autant sur la figure de Gabriel Attal, qui est quelqu'un d'assez insignifiant, on est tous d'accord, on le reproche. Souvent, c'est rigolo, les gens, pour m'attaquer, me disent, mais de toute façon, c'est personne. Merci de le confirmer, mais ce qui est important pourquoi est-ce que je m'attache à lui, pour montrer à quel point, en fait, on est déterminé dès l'enfance dans ce système-là, et comment, justement, à l'école est ce qui permet de légitimer cette prédétermination. Et comment, du coup, évidemment, il faut d'abord provoquer cette bascule à l'échelle locale, enfin à l'échelle, dès l'enfance, dès vraiment les premiers âges, pour ensuite pouvoir repenser l'ensemble du système plus largement. Bonsoir Lucien, merci pour l'organisation de cette conférence. J'ai une question sur votre réponse précédente. Vous avez parlé des populations marginalisées. Comme monsieur, je viens de banlieue, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois pendant 18 ans, en VINZEP. Ma sœur et son mari sont profs dans cette zone-là, donc je vous rejoins tout à fait sur votre discours. Mais j'ai une question par rapport aux Gilets jaunes, en fait, tout simplement parce que, et vous m'arrêtez si j'ai tort, j'ai l'impression que soit les Gilets jaunes ratent le coche, soit les banlieues ratent le coche, avec ce début de révolution, on va dire. Et je trouve ça extrêmement dommage. Est-ce que vous confirmez ce que je dis, Est-ce que vous avez des idées pour régler ce problème? J'ai vraiment l'impression qu'on manque de banlieues tous les samedis, on manque de banlieues pendant le 1er mai, alors que c'est ces populations-là qui sont les plus marginalisées, c'est ces populations-là qui ne votent plus depuis longtemps, qui ne sont plus considérées comme des Français
comme tous les autres depuis beaucoup plus longtemps, et qui ont surtout l'impression, en tout cas c'est quelque chose que je partage avec eux à moitié, l'impression que c'est le bon petit blanc maintenant qui se rend compte qu'il y a des violences policières, que la vie c'est dur, que l'État est très dur, et que finalement on a un peu envie de dire vous auriez dû vous réveiller plus tôt. Moi je pense que le niveau d'oppression systémique que vivent les personnes qui viennent des quartiers populaires est tel qu'il avait une conscience très forte que s'ils participaient, et s'ils participent à un mouvement comme les Gilets jaunes, non seulement ils seraient ciblés avec une violence décuplée par rapport aux Gilets jaunes aujourd'hui. Vous imaginez la violence qui est appliquée aujourd'hui chez les Gilets jaunes, imaginez-vous ce que ça aurait été si, non seulement au niveau policier, mais symbolique. Et comment en fait les Gilets jaunes se seraient probablement immédiatement effondrés parce que toute une partie de la population de l'élite française l'aurait immédiatement qualifié de tentative islamiste, racialiste, etc., de capter le pouvoir. Et donc je pense qu'il y a de la même façon qu'il y a une grande intelligence collective au sein des Gilets jaunes, il y a une grande intelligence collective au sein des quartiers de comprendre qu'ils allaient se surexposer en s'impliquant là-dedans et que de toute façon ça se ferait à leur détriment et au détriment du mouvement. Et on l'a vu que les seules tentatives de jonction contrôlées, comme ça a été le cas avec le comité Adama, ça a été sous l'égide d'intellectuels organiques comme Geoffroy de la Gannerie, qui sont extrêmement intégrés au sein de l'espace social bourgeois parisien et qui donc pouvaient recouvrir de leur légitimité ou pseudo-légitimité et protéger les personnes qui manifestaient dans un cadre extrêmement civilisé, et je l'utilise au sens le plus ironique du terme, où tout était très bien fait, de façon à ce que ça ne déborde pas, parce que le moindre débordement aurait immédiatement renversé. Alors que les Gilets jaunes avaient la capacité de déborder, et même violemment, parce qu'on ne pouvait leur appliquer aucun des stigmates qui sont appliqués au quartier populaire, aucun des préjugés qui sont liés au racisme structurel qui est né de l'entreprise coloniale sous la Troisième République et bien d'autres phénomènes depuis, qui s'appliquent aux personnes qui viennent des quartiers populaires et qui font qu'ils sont immédiatement disqualifiés dans l'espace public dès le moment qu'ils tentent de porter une parole qui n'est pas celle de Mounir Madjoub pour la faire. Là où il y a quelque chose à faire, c'est avant tout se servir de ce que ces 5 mois ont dit pour appuyer sur le fait que c'est un révélateur, quoi. Et faire voir aux progressistes, entre guillemets, qui sont très sensibles à la cause des quartiers populaires tant qu'elle reste dans son coin, que de voir les niveaux de violence. Est-ce que ça révèle comme niveau de violence, d'oppression et d'intégration de cette oppression structurelle, encore une fois, au sein de ces populations. Donc, faire cet effort intellectuel, qui est d'essayer de produire des textes, d'essayer de produire en fait de la visibilité et de la visibilisation face à ce qui apparemment est une invisibilisation, mais qu'on peut retourner assez facilement. Justement, on peut en profiter pour retourner, pour dire, vous voyez, ça montre bien que. Je pense que ça peut être le meilleur facteur d'émancipation. Après, franchement, je suis très pessimiste sur la capacité à ce que ces espaces-là se meuvent en espace actif à court terme. Je l'ai vu, moi j'ai beaucoup travaillé avec Clichy-sous-Bois depuis en gros 2017. J'ai accompagné les familles de Ziad-Bouna pour le procès des policiers à Rennes. Je me suis présenté avec la France Insoumise à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil en 2017. Et j'ai pas de réponse à apporter. En fait, je sais pas quels sont les vecteurs en fait par contre, en termes explicatifs, je comprends parfaitement la scission qu'il y a eu et l'incapacité, voire le refus de faire jonction. Et je ne suis pas du tout dans un procès moral, ni vis-à-vis des Gilets jaunes, ni encore moins évidemment pour le quartier populaire, sur le fait qu'il n'y ait pas eu cette jonction à ce moment-là. Pour moi, c'était organiquement impossible. Après, sur les réponses à apporter, moi, je ne les ai pas, mais par absence de pensée, parce que je n'ai pas réussi à investir le sujet. Voilà. Mais peut-être que vous en avez, ou des personnes ici, pourraient s'interroger sur les moyens de réactiver politiquement, non pas qu'ils soient inactifs politiquement, mais de leur faire retrouver une place dans l'espace politique aujourd'hui. J'ai été beaucoup en contact avec quelqu'un qui s'appelle Adama Traoré, qui avait été surmédiatisé à un moment. Alors Adama avec un H, rien à voir avec la personne qui a été victime de violences policières, et qui a essayé de nous monter un mouvement, le pauvre, qui s'appelait la Révolution en marche, 6 mois avant. Et qui a maintenu le truc, parce que s'est dit, j'étais la première, donc ça va, quoi, et qui vient de déposer une liste aux européennes. Alors pour ceux qui veulent voter, typiquement, de la même façon que moi j'ai voté pour Boutou en 2012, parce que pour le même sujet, la question de la représentativité, du fait que ces espaces, ces populations-là doivent être représentées, doivent voir leur voix légitimée,
comme étant capables d'énoncer des vérités et des pensées à travers justement les expériences qu'ils ont, et non plus décrier et délégitimer. Je pense que si vous avez voté, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait aller, à mon avis. Après, peut-être que je me trompe complètement, que je suis un très mauvaise analyse politique, mais à mon avis, ce serait vraiment dans le sens de listes comme celle-là, qui essaie justement d'essayer de créer une pression institutionnelle sur le système, quitte à faire 0,5 ou 1% la première fois, qu'il faudrait se diriger. Pour corroborer ce que vous avez dit, il y a le flux noir au RSA, des menaces sont faites si jamais on me voit, par exemple, manifester le RSA. Ça, il y a eu beaucoup de témoignages à ce sujet qui sont évidemment, il est impossible institutionnellement de mettre en place des sanctions. Sauf que quand vous êtes au RSA, vous êtes déjà sur une telle contrainte symbolique, il y a une telle culpabilisation qui est produite par le système sur le fait que vous êtes un assisté et compagnie, la façon dont on vous traite à la CAF ou dans les agences intermédiaires qui sont chargées de faire la gestion des dossiers est tellement extraordinaire qu'il y a une utilisation abusive de ces positions de petits chefs, c'est le phénomène des petits chefs qui a été décrit longuement en sociologie, qui font que ces personnes-là vont essayer de faire pression sur vous, vont abuser en fait, et vont essayer de vous faire sentir comme un sous-citoyen. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment remonté de façon massive. Et par ailleurs, Maxime Nicole s'est retrouvé avec des contrôles de tous les organismes sociaux qui lui permettaient notamment de toucher la SS. Là, il y a Gaspard Lance qui vient d'indiquer aujourd'hui hier que pareil, on avait remis en question. On était en train de lui faire un contrôle de revenus sur par l'ensemble des caisses d'allocation familiale et autres organismes qui lui permettaient à peu près de survivre tout en continuant à faire son travail. Et donc, vraiment, on est sur un système où, encore une fois, de privilégier, c'est pas celui qui a eu la chance de faire des études, de réussir à trouver une position sociale dominante, d'avoir un travail, etc. C'est celui qui, à un moment, a besoin de l'assistance de la société pour tout simplement survivre et pas s'effondrer complètement. Et donc, ce renversement symbolique qu'il faut mener et qui a commencé à être mené par les Gilets jaunes, qui est de dire non, nous sommes des citoyens à part entière, ce qui est quand même quelque chose d'unique dans le monde. Dans quel pays au monde les classes sociales les plus paupérisées, les plus précarisées, les plus fragiles osent se lever en masse pour dire j'ai le droit à la parole. Arrêtez de m'humilier, c'est vraiment magnifique. Et je pense que c'est lié à une seule chose, pour le coup, à l'idéologie républicaine, au sens le plus abstrait du terme, qui fait que, comme on a écrit dans tous les frontons des codes, liberté, égalité, fraternité, à un moment on est capable de prendre la République à son propre discours pour l'attaquer à partir de son discours et pour la critiquer à partir de son discours. Et cette force-là qui est assez, ils essaient évidemment de la renverser, d'étouffer. Et donc par le stigmate et par justement une tentative de remettre à votre juste place, à sa juste place, les personnes qui ne seraient en fait que des sous-citoyens parce que leurs conditions matérielles les rendent inférieurs à ceux qui ont réussi, pour reprendre le vocabulaire macronien. Et je pense que juste renverser symboliquement ça, c'était peut-être le premier objectif des Gilets jaunes, avant même les avancées matérielles qui ont été octroyées par Emmanuel Macron à la marge, ce qui expliquait justement qu'il n'avait strictement rien compris au mouvement des Gilets jaunes et s'il ne s'attendait pas, s'il s'attendait à ce que l'attribution d'une préborne ponctuelle éteigne le mouvement, c'était bien la preuve qu'il n'avait pas compris le fond du mouvement. Et je pense que d'ailleurs, ça fait 5 mois qu'il nous démontre qu'il n'a toujours rien compris à ce qui se passait, et que ce soit les Gilets jaunes ou autre chose, dans les 6 mois qui viennent, il y aura de nouveau de nouvelles contestations massives du pouvoir existant, parce qu'encore une fois, il y a un tel déséquilibre symbolique et social qu'une société ne peut pas tenir dans cette direction-là. Bonsoir. J'ai une question sur l'aspect violent qui est forcément associé au renversement d'un rapport de force. Et ma question en fait, c'est comment une droite populaire qui va s'opposer forcément à beaucoup de répression peut essayer de limiter la composante violente de sa révolte. Par la masse et par l'intelligence collective. Il faut vraiment s'accorder, enfin ce sera un grand débat, un long débat, il faut vraiment s'accorder sur ce qu'est la violence. La violence, c'est un signifiant creux. Ça veut strictement rien dire. Est-ce que la violence, c'est la violence visible? Qu'est-ce que casser une vitre, c'est violent? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est de faire se suicider quelqu'un, du fait d'un licenciement ou autre? Enfin, vous voyez, on est sur un tel écart en termes d'impact sur le réel, qui va de 1 à 1 million ou 1 milliard, enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut valoriser une vie humaine, que du coup, on se retrouve avec un signifiant qui est beaucoup trop plastique pour dire quelque chose, en fait. Est-ce qu'il faut d'ailleurs commencer par accepter d'utiliser le terme de violence et accepter ce jeu rhétorique qui ferait qu'en gros, n'importe quoi que vous faisiez peut être considéré comme de la violence, et au contraire, tout ce que vous répondrez, les 15 000 morts par an, 10 à 15 000 morts par an du fait du chômage depuis 40 ans, selon l'INSERM, tous ces éléments-là sont considérés comme, sont invisibilisés dans l'espace public
et considérés comme des faits structurels qui du coup n'ont pas rapport à la violence. Est-ce que la violence est l'exception? C'est ce qui rompt au moment avec l'ordre établi. Dans ce cas-là, tout ce qui est révolutionnaire est violent. Vous voyez? Donc, on est dans une... Moi j'essaie à travers l'usage des mots aussi, de sortir des pièges rhétoriques dans lesquels on nous enferme. De la même façon, les violences policières, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques violences policières, mais il y a surtout des violences politiques et gouvernementales qui utilisent la police pour faire taire un mouvement social. C'est pas, au sens strict, c'est pas des violences policières, dans le sens où c'est pas des dérives de personnes au sein d'une institution qui excéderaient leur mandat. C'est au contraire pleinement dans leur mandat de faire cette violence-là. Or, cette violence-là, elle n'est pas le fruit de l'institution policière, elle est le fruit d'une volonté politique. Et donc, plus on parle de violence policière, plus on réduit en fait la capacité à politiser le débat sur le sujet, et du coup, plus on attribue en fait à une sorte de marginalité ou d'excès qui serait corrigible, et on crée une impunité pour les décideurs. Eh bien, s'il y a quelque chose que je peux vous inciter à faire, c'est remettre en question systématiquement les mots que l'on tente d'apposer à notre sujet. Donc, si vous parlez de violence physique, par exemple, c'est la violence sur les corps, qui serait pour moi la seule limite irréfragable à un processus révolutionnaire, pour ne pas imiter ceux que l'on veut débusquer, ne pas reproduire justement cette violence-là, donc ne pas s'attaquer à des corps en sachant très bien qu'en fait ce qui se passe c'est un problème de système. Donc s'attaquer à des lieux, essayer de prendre des lieux, essayer de s'organiser collectivement pour provoquer des renversements symboliques et ainsi de suite, ça oui. S'attaquer à des corps individuellement, c'est complètement inutile. Par contre, une fois que les institutions seront mises en place, mettre en place de nouvelles institutions qui, avec la froideur qui prévaut à toute institution judiciaire, mettre en place des tribunaux qui jugeront ces personnes-là, donc utiliser cette forme de violence institutionnelle, mais froide, contrôlée, qui leur donne une chance de se défendre et ainsi de suite, ça oui, tout à fait. Mais une fois, ce rapport à l'individu devra être mis en place, cette nouvelle justice pénale devra être mise en place une fois seulement que des institutions permettant de réguler la violence politique, permettant de la limiter, de lui donner un cadre, d'éviter qu'elle soit arbitraire, seront mises en place. Pas avant, pas de façon vindicative, et pas de façon unilatérale ou gratuite. Voilà, c'est ma seule... Après, encore une fois, est-ce que casser une vitre, c'est faire acte de violence? Non, c'est faire acte de rupture face à l'ordre établi, si c'est fait dans un cadre politique. S'il s'agit juste de faire une violence anonyme au sens de Durkheim, c'est sûr que ça ne sert pas à grand-chose. Merci d'être là parmi nous. Je voulais rebondir un peu sur cette question de la violence. Donc, je suis assez d'accord que le respect de la violence, on est d'accord que mettre des poubelles en feu ou alors voilà, faire des yeux ou des bras à des personnes, c'est pas le même respect de violence. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est par les médias et c'est un peu la seule arme, on dirait, que les gilets jaunes ont réussi à trouver pour avoir l'espace sur la vie médiatique. Or, je pense que c'est pour ça que la question de l'éducation est très importante. Aujourd'hui, dans le système éducatif, on ne donne pas vraiment les armes intellectuelles pour pouvoir nous aussi avoir de l'espace au niveau médiatique et pour pouvoir répondre autrement que dans la rue et plus facile à donner à les personnes qu'on a en face de nous. Pour donner un exemple, moi j'ai eu la chance de faire une grande école, voilà, un diplôme d'ingénieur, un master 2, je me suis fait les pieds, entre guillemets. Mais je me sens que j'ai jamais eu toute ma vie un cours de sociologie. Toute ma vie. Alors, j'ai un diplôme, j'ai jamais eu ça. Donc je pense qu'aussi, là, nous on se doit en tant que citoyens de reprendre cet espace-là pour permettre l'éducation des jeunes et notamment par rapport à ces questions, pour avoir la question. La question de l'éducation populaire d'une part, mais tout simplement l'accès à des formations qui permettent de s'éveiller politiquement de façon citoyenne, elle est centrale, mais elle est très facile d'accès. D'une part parce que c'est une question d'auto-organisation pour commencer, et d'autre part parce qu'on a encore la chance, pas longtemps, mais d'avoir des universités gratuites qui vous permettraient aujourd'hui d'avoir accès à des cours de sociologie si vous vouliez vous y inscrire, au-delà de toute une série de dispositifs qui font que d'Internet, vous voyez, on a accès aux ressources. La question, c'est comment créer l'envie et la conscientisation suffisante pour vouloir accéder à ces ressources. C'est ce qui est beaucoup moins évident. Vous, dans la position où vous êtes, dans laquelle vous dites j'ai envie de faire de la socio, aujourd'hui, c'est relativement facile. Le problème, c'est les millions de personnes qui ne se rendent même pas compte que ça pourrait leur être utile ou qui n'ont pas l'habitude suffisante pour se dire tiens, ça pourrait me permettre de m'émanciper. Mais par contre, l'armement intellectuel, je pense qu'il est quand même encore...
on a en France un socle intellectuel pour n'importe quel citoyen, y compris ceux qui ont arrêté l'école en troisième, qui est relativement exceptionnel par rapport à l'ensemble au reste de la population. D'ailleurs, je pense que Maxime Nicole, encore une fois, est un peu l'expression de ça, sa capacité très vite à intégrer et élaborer des discours, alors qu'il le dit lui-même, il a arrêté l'école à 15 ans, il dit tout le temps, moi je suis pas grand 3, etc., est quand même significatif en termes de potentialité. Ce qui n'existe pas, c'est un espace. C'est un espace d'expression. Si des gens se retrouvent à devoir aller dans la rue, c'est parce qu'il y a nulle part où aller. Vous ne pouvez pas exprimer une parole différente ou divergente dans l'espace médiatique. Vous ne pouvez pas l'exprimer institutionnellement au sein du Parlement, l'absence de représentativité des effets que ça produit. Vous ne pouvez pas l'exprimer au sein des institutions républicaines parce que vous n'y avez plus accès, et ainsi de suite. Donc c'est plus à ce niveau-là qu'il y a une défaillance énorme. Et évidemment, particulièrement au sein de l'espace médiatique, c'est-à-dire la capacité en fait à rompre avec l'étouffoir dans lequel on s'est mis en place. Fait que même une parole comme la mienne, qui est relativement élaborée, enfin, sans prétention particulière, est inaudible dans l'espace médiatique et même immédiatement refusée et mise de côté parce que considérée comme trop radicale ou trop divergente des intérêts de l'existant. Donc moi, je pense que ce n'est pas tant dans notre formation que dans les outils que l'on nous donne pour nous exprimer et faire entendre notre parole. D'où l'importance, encore une fois, de faire une initiative citoyenne, enfin, je reviens sur ce truc qui intuitivement, par les Gilets jaunes, a été défendu. C'est quand même, encore une fois, on parle d'intelligence collective. Enfin, ils ont compris ce qui n'allait pas. Ils ont compris qu'en gros, il y avait une nouvelle phase à mettre en place dans la démocratie de notre pays, sans que cette parole ne soit portée nulle part dans l'espace institutionnel, donc sans avoir besoin des élites. C'est bien la preuve qu'on est arrivé à un niveau de maturité suffisant pour mettre en place ces outils-là. Ils ont été beaucoup plus créatifs, beaucoup plus inventifs, beaucoup plus originaux et beaucoup plus mûrs que nos supposés élites politiques qui voyaient bien qu'on était en train de se prendre un mur institutionnel, démocratique et même intellectuel et qui n'arrivaient pas du tout à trouver de réponse. Et voyez la façon dont Emmanuel Macron tente de répondre aux demandes sur le référendum d'initiative citoyenne de vote blanc. Il est incapable, il n'a pas d'argument. Il dit, ah oui, on va voter blanc et quoi, et qui va être le blanc? Enfin, il y a un tel niveau, de cette phase quand même dans la conférence de presse, il a un tel niveau de bêtise, en fait, par rapport à un peuple qui par lui-même a réussi à s'émanciper intellectuellement de toute forme de tutelle, que je pense qu'on est aujourd'hui largement en mesure, en fait. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas prendre la parole. En tout cas, on ne laisse pas ces gens-là prendre la parole. C'est pas qu'ils ne sachent pas parler. C'est vraiment pas ça le problème, selon moi, après j'ai fait